rapide état des lieux de ce qui se passe en prison. Donc, pour les chiffres, les gros chiffres, il y a actuellement 70 000 personnes qui sont écroulées et 60 000 places. Donc il y a un petit problème. 96,4% des détenus sont à ce jour des hommes. 50% ont moins de 32 ans et 25% ont moins de 25 ans. Donc c'est des gens qui sont relativement jeunes. Les chiffres sont là-bas. De plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes. 48,5% des détenus n'ont pas de diplôme. Et 10% d'entre eux relèvent carrément de l'illettrisme. Voilà, pour les motifs. Donc on a à peu près un bon tiers qui est pour atteinte au bien, pour un autre tiers qui est pour atteinte à la personne, donc des viols, des meurtres, voilà, vol 23%, on a infraction à la législation sur les stupéfiants 18%, atteinte à l'autorité d'État 5%, infraction routière, bon ça c'est quoi le pire, 7%, 22% des détenus sont là pour une peine de 6 mois au moins, 18% pour 6 mois, entre 6 mois et 1 an, 16% pour 1 ou 2 ans, 19% pour 2 ou 5 ans, etc. Vous avez encore une fois les chiffres juste ici. Veuillez applaudir la première intervenante qui est Marie-France Morin. Ça marche? Bonsoir à tous, merci d'accueillir. Voilà, donc je vais vite me présenter. Comment je suis arrivée en prison, je vais vous expliquer comment. J'ai pendant 20 ans, me suis occupée avec mon époux des gens de la rue. Toutes les semaines, pendant 20 ans, on a arrêté cette année. Et puis quand les personnes de la rue disparaissaient, je les cherchais, on me disait elles sont au placard. Ah. Et le placard, c'est la prison. Donc je me suis dit, le jour où je vais à la retraite, eh ben, j'irai voir ce qui se passe au placard. Donc je suis allée au placard, et je suis au placard depuis 10 ans. Donc ma première activité dans la prison, c'est que je suis visiteuse de prison, c'est-à-dire pas du tout aumônière. La raison était la suivante, c'est parce que je voulais pouvoir contacter toutes les personnes de quelque région que ce soit. Et en étant visiteuse, je contacte les chrétiens, les non-chrétiens, les orthodoxes, les musulmans, peu importe. Et m'est venue l'idée il y a 3 ans, oui c'est ça, il y a 3 ans, 4 ans, de monter un atelier de tricot. Je pense savoir assez bien tricoter. Et comme c'était revenu très à la mode, elles étaient ravies. Donc pour l'instant, en ce moment, j'en ai 15. J'en ai 29 sur liste d'attente, sachant que la prison a 70 détenus, donc c'est quand même pas mal qui sont là. Et mon objectif, c'est qu'ils deviennent professionnels. Donc j'en ai 4 qui aujourd'hui sont professionnels et qui travaillent pour une société, ils sont rémunérés pour cette société. C'est ça mon objectif. Voilà. Très bien. Et qui sont ces 15 et celles qui ont déjà dû partir avant? Qui sont ces 15 femmes? D'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles ici? Alors moi je suis en maison d'arrêt, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout en centrale, c'est une maison d'arrêt. Ce sont toutes les femmes qui sont mises aux arrêts avant leur jugement. Donc ça peut durer de 0 à 4 ans. Et j'ai tous les âges. Sachant que maintenant la population carcérale est de plus en plus jeune. La dernière que j'ai accueillie, elle est rentrée en prison à 18 ans et 3 semaines. Voilà, donc c'est tout confondu, des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans, des 20 ans, tout confondu, tout âge. Mais effectivement, comme tu t'appelles Thibaut, c'est ça? C'est ça. Comme Thibaut disait, le niveau scolaire est extrêmement bas. Extrêmement bas. Il y en a qui savent ni lire ni écrire. Je pense à une, 4 ans que je lui demande d'apprendre à lire et écrire. Elle ne sait toujours pas lire et écrire, ni en français, ni en arabe. Et elle a 4 enfants. Donc c'est un vrai problème. Très bien. Pourquoi passer par le tricot pour les aider dans leur réhabilitation? Pourquoi le tricot? Alors, comme l'a dit très justement une détenue, je pense que c'est un lieu extrêmement serein, de paix. Jamais, jamais je n'ai vu une détenue se disputer avec une autre détenue depuis le jour où j'ai commencé. Une seule fois, il y en a une qui a levé le ton, ça a duré 2 minutes, c'est tout. Elles viennent là parce que d'abord elles aiment bien, ça les fait sortir de la cellule, surtout parce que tout est bon à prendre pour sortir de sa cellule. Car quand vous êtes en maison d'arrêt, vous ne sortez pas de la cellule, sauf quand on vous appelle pour un atelier, pour un parloir, pour un médecin, pour les visites, mais sinon on ne sort pas de sa cellule, on est enfermé du matin au soir, à 2 dans 9 mètres carrés.
et à 6 quand on est arrivante. Voilà, donc elles se sont dit, plutôt qu'on va toujours essayer, on verra bien comment ça donne. Puis elles se font de la publicité entre elles, et elles ont aussi une autre chose, c'est qu'elles se retrouvent entre elles. Parce que beaucoup ne peuvent pas communiquer entre elles parce qu'elles sont sur les mêmes affaires, mais elles ne viennent pas à ce moment-là dans mon atelier. Mais c'est un moyen pour elles de se retrouver entre amis, j'allais dire, entre guillemets, parce que je pense pas qu'en prison il y a des amitiés. Pour se retrouver, pour passer un moment agréable. Donc, ce sont 2 heures sympathiques pour elle. Très bien, ça les calme. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'aider ces jeunes femmes? Beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que quand je les vois tellement heureuses pendant ces 2 heures, où, ce que je dis toujours, ici, on peut faire ce qu'on veut. En prison, on ne peut rien faire, on ne peut rien décider, on est comme un petit enfant, il faut obéir. Et moi, quand une détenue me dit, alors qu'est-ce que je vais faire comme tricot? Ben non, j'ai dit, c'est toi qui décides, la couleur tu décides, tu prends le catalogue, je t'apprends, etc. Donc c'est vraiment un moment où je me rends compte qu'elles sont heureuses, et le fait de les voir heureuses me rend heureuse. Voilà. Bien, donc on a vu beaucoup de chiffres tout à l'heure sur les conditions des détenus avant de rentrer. Maintenant, dans quelles conditions est-ce que eux vivent en pratique? Est-ce qu'il y a par exemple des traitements de faveur comment ça se passe dans les faits? Non, en principe, il n'y a pas de traitement de faveur. Moi, j'ai pas vu de traitement de faveur à la maison d'arrêt de Versailles. Donc, il faut savoir que c'est une petite prison. Il y a 70 femmes. On se connaît, tous les intervenants se connaissent, on connaît tout le monde, les détenus connaissent bien les intervenants, connaissent bien les surveillants connaissent bien les détenus. On n'est pas à Fleury-Mérogis, 5000 personnes, hein, ça n'a rien à voir. Donc on est à taille humaine, et donc elles ont une vie plutôt humaine, c'est-à-dire que la pire des choses, quand on ne l'a pas connue, c'est de ne pas être libre. La privation de liberté, je pense que jamais je ne m'étais imaginé avant de rentrer derrière les barreaux ce que c'était qu'une privation de liberté. C'est-à-dire, quand je dis privation de liberté, c'est pas le fait de pouvoir sortir, c'est toute privation de liberté. C'est-à-dire que ça peut aller d'envoyer un courrier, de ne pas pouvoir parler et communiquer avec ses enfants, suivant l'affaire, d'être obligé d'attendre qu'on vous ouvre la porte, mais on ne peut même pas être derrière la surveillance, il faut être plaqué le long du mur, il faut obéir du matin au soir. C'est extrêmement difficile et extrêmement infantilisant, je trouve, personnellement. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. On va faire une petite pause, on va regarder un nouvel extrait du coup. Vous allez retourner en prison, en isolement. Là, ça... C'est la prison dans la prison, en fait. Mais pour moi, c'est un cimetière avant tout. C'est un cimetière où ce ne sont pas des cellules, ce sont des tombeaux individuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tes pensées, l'isolement, c'est amener la personne à être totalement déshumanisée, avec des étapes bien précises. La première année, c'est celle que j'appelle la provocation, c'est 5 fouilles de cellules par jour. Donc en fait, c'est une espèce de conditionnement à dire maintenant t'es plus rien du tout. Et le premier jour, je suis rentré là, ils m'ont fracassé la tête contre la table, ils m'ont dit ici tu vas dire un mot et on va te casser. Donc j'accepte. Et puis j'ai une petite radio. Une petite radio? Ouais. Il y a 3 mois que j'ai pu entendre la voix d'un être humain. Et elles vont sortir d'une petite radio. Mes professeurs d'école seront Macha Béranger. La nuit, Jacques Pradel avec ses cours de sciences. Ève Ruggieri. Et donc à ce moment-là, c'est votre échappatoire, ce sont ces voix. Mais il va pas durer longtemps en fait. Il va pas durer longtemps. J'ai simplement lu la Bible 3 fois parce que c'est ce livre qu'on pouvait avoir au début de la détention. Et le 14 juillet 1987, je décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais je prépare une tentative de suicide qui dure 6 heures parce que en isolement, la première année, vous êtes surveillé toutes les 6 minutes. Et cette nuit, il se passe quelque chose de tout à fait surnaturel et je rate à nouveau cette tentative de suicide. Et je suis en colère contre Dieu. Je suis en colère contre Dieu parce qu'il y a une phrase que j'ai lue en isolement que je n'avais pas compris. Vous pourrez trouver de tout ici sauf de l'aide. Et à partir de ce moment-là, je vais accepter de trouver un ami en moi. Ça, c'est un premier déclic. Le deuxième déclic, c'est le jour du procès, parce qu'il y a une petite fille qui vient vers vous et qui ne sait pas qui vous êtes.
Et cette petite fille, c'est la fille du gendarme. C'est le 5 décembre 1988. Il est 14 heures. Et j'arrive au palais, il n'y a que des gendarmes, hein, il n'y a que ça. Mais il y a une femme avec une petite fille. J'ai compris parce que la femme, elle a un regard de colère. J'aime pas employer le mot haine, mais elle a vraiment de la colère. Et elle a lâché la main de sa maman, elle est venue vers moi en souriant. Et sa mère l'a rattrapée brusquement. C'est un déclic. Je sais à ce moment-là que je prends pour la première fois pleinement conscience de ce qui m'arrive, qu'elle va grandir sans son père. Hein. Et c'est là où je passe vraiment du regret au remords. Et le remords, je vais vivre avec ça toute ma vie. Jean-Marc est alors condamné à 50 ans de prison. Pourtant, ce n'est pas le verdict qui l'accable, mais ses remords qui lui pèsent lourdement. Il sombre alors dans la drogue, mais va bientôt découvrir que d'autres moyens existent pour se libérer. Ce qui me sauve la vie, c'est l'art et la culture, c'est-à-dire écrire, écouter. Et lire. Et lire. J'ai lu des milliers de livres, je pense. Dans quels états, du coup, plus précisément, psychologiques peut-on trouver des détenus avant et pendant la détention? Quels sont les troubles qui les guettent? Alors déjà, quand elles arrivent, si c'est la première fois, le choc carcéral est absolument immense, inouï. Elles ne savent pas ce qui leur arrive, elles arrivent là, elles sont commencées par être fouillées, déshabillées, puis on les met dans des cellules de 6. C'est la dernière arrivée, donc forcément les autres regardent d'un mauvais œil la dernière qui arrive, et il faut qu'elles se mettent au pli des autres. Voilà, c'est-à-dire, quand je dis au pli, c'est-à-dire que les autres commandent, et elle n'est rien, elle est la dernière arrivée, donc elle va obéir à toutes les autres de la cellule. Elle a intérêt à obéir, parce que sinon, ça va très mal se passer. La pire chose qui puisse arriver pour les femmes, c'est quand elles ont des enfants. Et quand il arrive, par exemple, que les gendarmes arrivent à 6 h du matin, viennent chercher cette détenue, et les enfants restent là, hurlent, parce que leur mère s'en va. Et ça, c'est absolument, mais j'allais dire, c'est une obligation, mais c'est inhumain quelque part. Donc elles arrivent, et le choc d'être séparées de leurs enfants est absolument incroyable. Et toutes les femmes que j'ai connues, que je connais là depuis 10 années, c'est ça qui est la plus grande douleur qu'elles ont, c'est d'être séparées de leurs enfants. Souvent, elles n'ont pas même plus le droit de les revoir pendant un certain temps, ça dépend des affaires. Et après ça, bon, finalement, vous savez, l'être humain s'habitue à beaucoup de choses. Donc elles finissent par s'habituer, elles se font des amitiés qui ne sont pas toujours les bonnes amitiés. Donc je les mets quand même très en garde par rapport à tout ça. Et elles tombent très vite dans la dépression, certaines. Elles arrivent déjà dépressives, beaucoup sont droguées, donc il faut commencer déjà par donner des substituts pour la drogue, parce que sinon, au bout de 4 jours, elles vont sauter par la fenêtre, elles ne risquent pas à cause des barreaux, mais elles vont devenir folles. Donc il y a quand même tous ces substituts qu'on leur donne pour arriver à calmer, soit pour l'alcool, soit pour la drogue. Et elles arrivent quand même extrêmement dépressives. Et donc on les chute beaucoup. D'une part parce qu'il n'y a pas de choix. Hein. Il faut aussi qu'elles puissent... donc elles dorment beaucoup, et au bout d'un moment, bon, elles arrivent à s'habituer, et les choses vont un peu mieux. Mais il faut savoir aussi qu'en prison, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à faire en prison, qui se relèvent de la psychiatrie, qui relèvent de troubles psychologiques profonds. Beaucoup de femmes en prison ont été abusées dans leur enfance. Dans toutes celles que j'ai vues, il y a la moitié qui a été abusée, entre 6 et 12 ans. Et ça détruit une femme. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'entre 6 et 12 ans, elles sont abusées, elles n'ont pas le choix. Quand elles arrivent à 12-13 ans, elles ne peuvent plus accepter, elles font des fugues à répétition. Et elle rencontre un garçon qui a, je sais pas, 17-18 ans, et qui va lui dire « Bon, t'inquiète pas, moi je vais te sortir de là, ne fais pas de soucis. » Et pour survivre, on fait des trafics de drogue et on se retrouvera de nouveau en prison. Donc voilà, c'est très triste à dire, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Souvent, la misère entraîne la misère. J'ai jamais écouté, honnêtement, j'ai jamais entendu une seule femme, une seule, me dire en prison, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu une enfance merveilleuse, des parents aimants, etc. Donc moi, je ne vais pas parler de conclusion maintenant parce qu'on est qu'au début, mais toutes les femmes qui ont une enfance difficile ne sont pas en prison grâce au ciel. Mais toutes les femmes qui sont en prison ont une enfance extrêmement difficile. Ça, j'en suis convaincue.
Il y a à peu près, il y a 2500 femmes en prison en France en 2019. De plus en plus jeunes. Qui viennent souvent de la rue. Très souvent de la rue. Les chiffres que j'avais pas donnés, de tête, il y avait environ 20% des gens qui souffraient du syndrome d'anxiété générale, 40% qui étaient dépressives, après il y avait des problèmes de personnes psychotiques. Donc on parle aussi beaucoup en prison du problème de la radicalisation. Donc est-ce simplement une réalité? Alors la réalité, elle est là. En ce moment, nous avons 5 femmes à la MAF de Versailles qui sont incarcérées, non pas parce qu'elles ont commis des attentats, mais parce qu'elles sont accusées de complicité par rapport à leurs compagnons avec qui elles vivent. Mais moi, aujourd'hui, je ne crois pas du tout à la déradicalisation, ça n'existe pas. L'État a essayé de faire, ça ne fonctionne pas. Parce que ce sont des personnes qui sont dans une idéologie qui est absolument... Mais le cerveau est formaté de telle façon que vous n'avez plus de possibilité de penser différemment. J'en ai 3 dans mon atelier. Vous juriez 3 anges tombés du ciel. Bien élevées, charmantes, aimantes, agréables, sympathiques, mais hyper manipulatrices. Et j'ai parlé avec une d'elles qui était catholique, qui s'est convertie à l'islam. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu parce qu'on m'a proposé un idéal que je n'ai pas trouvé chez les chrétiens. Que ça soit une bonne leçon pour nous. Mais je ne peux pas discuter avec elles. C'est impossible. C'est impossible. Elles sont dans la vérité, leur vérité, et il n'y a rien à faire. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Je vois pas. Moi, ça fait 10 ans. Bon, ça fait pas 10 ans que je connais des femmes radicalisées. Ça fait seulement 5 ans. Mais je n'ai pas trouvé de solution. Je ne sais pas si vous en avez trouvé, mais moi, j'en ai pas trouvé. Vous avez C'est mon seul côté pessimiste de la chose, là. Ça, je reconnais. Vous avez du coup passé ma deuxième question. Du coup, on va accueillir tout de suite donc, monsieur Jean-Jacques Riou, qui est éducateur pénitentiaire en milieu ouvert. Je suis éducateur pénitentiaire du conseil d'insertion et de probation, une nouvelle appellation, depuis 83, donc plus de 36 ans déjà, ça passe. Alors comment je suis devenu éducateur pénitentiaire? J'étais à l'époque à Toulon, militaire, de la marine nationale, donc rien à voir. Et puis un soir, voilà, j'ai rencontré un prêtre qui dirigeait l'asile de nuit de Toulon, donc les clochards, il accueillait les clochards. Et je suis rentré comme bénévole dans son asile de nuit, pour l'aider à faire son courrier, à remplir son J9 de denrées alimentaires. Et puis donc j'ai souhaité faire du social mon métier. J'étais bénévole, je voulais faire du social pour mon métier. Donc mon père était viseur de prison, ça jouait aussi, hein, certainement. Donc j'ai passé le concours d'éducateur de prison à Marseille, au Baumette, en 82. Et donc depuis 83, je suis donc dans la pénitentiaire. Alors j'étais aussi en milieu fermé, j'ai travaillé dans une prison qui s'appelle Haguenau, une centrale en Alsace. Maison d'arrêt de Caen, maison d'arrêt de Rouen, et maintenant donc, je suis à La Roche-sur-Yon en milieu ouvert, donc je m'occupe de personnes qui ne sont pas incarcérées, qui sont suivies en justice, mises à l'épreuve, libération conditionnelle, bracelet électronique, travail d'intérêt général, donc ce sont des gens en liberté, mais qui ont des comptes à rendre à la justice, des obligations, indemniser les victimes, se soigner. Alors, il y a de tout, ça va de 18 ans à 75 ans. J'ai des gens qui sont là pour des escroqueries, pour des vols, pour des conduites alcooliques, pour des viols, donc c'est très diversifié. Et donc de tous les milieux sociaux, ça peut être des enseignants, ça peut être des ouvriers, ça peut être des chômeurs, de tous les âges, de tous les milieux. Donc vous intervenez auprès des condamnés en milieu ouvert, vous avez commencé à en parler brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, condamné en milieu ouvert? En quoi ça consiste? Ce sont des personnes donc, qui ne sont pas incarcérées, qui sont donc en liberté, mais qui doivent rendre des comptes, qui sont donc convoqués par notre service, le SPIP, et donc ils doivent remplir des conditions. Alors, ça dure 2 ans, mise à l'épreuve en moyenne, donc ils doivent indemniser les victimes, se soigner, travailler, il y a des obligations de travail aussi, de formation, etc. Donc nous on les convoque régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. On vérifie qu'ils sont bien en relation avec des partenaires, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des alcoologues,
qu'ils indemnisent bien les victimes selon leurs ressources, qu'ils travaillent, ou qu'ils recherchent un travail, au moins qu'ils recherchent un travail. Et puis donc on fait des rapports tous les 6 mois au juge pour voir un peu comment se déroule la mise à l'épreuve, par exemple. On suit aussi des bracelets électroniques, des gens qui sont en bracelet électronique, ils sont chez eux, donc ils vont travailler le matin, ils rentrent le soir chez eux, ils ont des horaires restreints pour pouvoir aller travailler, donc le matin et rentrer le soir. Très bien. Et y a-t-il d'autres alternatives encore à la prison? Est-ce qu'il y a d'autres modes de liberté conditionnelle? Le travail d'intérêt général, c'est une peine qui est intelligente. Ça permet aux personnes qui n'ont jamais travaillé, par exemple, de rentrer déjà dans le milieu professionnel. Alors dans les mairies, par exemple, au service des espaces verts, chez les pompiers, enfin, dans le milieu associatif, pas privé. On ne peut pas faire un tige dans le milieu privé. Hein. Une entreprise ne peut pas être habilitée à créer des tiges. C'est soit une mairie, soit une association, genre Secours catholique, Secours populaire, etc. Donc ils ont tant d'heures à effectuer, et donc ils les effectuent gratuitement, sans être payés, évidemment, c'est une peine. Et puis ça permet à certaines personnes ensuite de découvrir le milieu du travail, pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Et donc c'est une découverte pour eux, et c'est très formateur. Et donc c'est une peine intelligente, parce que ça met le pied à l'étrier parfois. J'ai connu même des personnes qui ont été embauchées par une mairie à la fin d'un tige. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, vous avez dit déjà que ça les formait, mais y a-t-il d'autres points positifs et peut-être aussi des points négatifs à ces modes alternatifs ces restrictions de liberté alternatives à la prison? Ah, c'est une question intéressante et difficile à répondre. J'ai des personnes qui ont été incarcérées, qui ont été la prison a été un électrochoc. Ça veut dire qu'ils m'ont dit carrément que grâce à la prison, ils ont fait un sursaut. D'autres ont été détruits par la prison. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des personnes qui sombrent à cause de l'incarcération, qui perdent un emploi alors qu'ils auraient pu le garder avec un bracelet électronique, et puis des personnes pour qui la prison est salutaire, parce qu'elle permet de toucher le fond et de rebondir. Et qui n'aura pas été le cas si on n'a pas été incarcéré. Donc on ne peut pas dire que c'est utile ou pas utile, ça dépend de chaque cas et de chaque personne. Très bien, alors là on va repartir sur des questions pour lesquelles vous serez tous les deux amenés à répondre, vous pouvez parler ou non sur chaque question. Donc comment l'administration s'occupe-t-elle des détenus pour les remettre dans le droit chemin? Y a-t-il des... vous avez commencé à en parler, Madame Mongin, vous avez... Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors là, c'est un vaste sujet, parce que la réinsertion en prison, en dehors des associations, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on peut donner à une détenue pour lui expliquer le droit chemin. Bon, je pense que c'est plutôt dû au fait que les associations viennent, plein d'associations, et je pense que c'est à travers de ces rencontres que les détenus sont prises en considération. Elles sont prises une à une dans leur globalité, et on peut discuter avec chacune. Quand par exemple je suis visiteuse de prison, que je rencontre une détenue, je ne pose pas de questions sur le délit qu'elle a commis, mais je pense qu'au bout d'un moment il y a une confiance qui s'établit, et on parle de beaucoup de choses, et on parle souvent de la sortie, ce que je dis toujours, même si c'est long la peine, il y aura toujours une sortie. Donc il faut préparer cette sortie, et comment tu l'envisages? Oui, bon, il faut savoir que nous, les conseillers d'insertion, on a 100 personnes en suivi en moyenne. 100, ça donne une idée un petit peu du... Mes collègues en milieu fermé, ils ont parfois 80 détenus, 50 détenus en charge. Donc nous, on s'appuie sur les partenaires. Parce qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas Pôle emploi. Donc on a des partenaires qui interviennent ou en milieu ouvert ou en milieu fermé. On travaille avec les missions locales Pôle emploi, avec les pôles emploi, avec les centres médico-psychologiques, les centres d'addictologie. Donc nous, notre travail, c'est d'orienter, de mettre en contact nos personnes, notre public, avec les professionnels de la santé, de l'emploi, et on travaille en coordination avec ces personnes-là. Et on fait le mieux qu'on peut. Avec la conjoncture économique, avec les soignants qui ne sont pas toujours à l'aise avec les gens qui sont en contrainte judiciaire. Ça veut dire qu'il y a des psychiatres, par exemple, qui sont très mal à l'aise quand on leur envoie des gens qui sont en obligation de soins. C'est pas évident.
ils préfèrent avoir des gens qui viennent librement les voir, de leur plein gré. Mais nous, c'est pas le cas. Nous, on oblige quelqu'un à aller voir un psychiatre. Parce qu'il a commis un viol, parce qu'il a commis un délit quelconque. Voilà. Donc, il y a des psychiatres qui sont à l'aise et d'autres pas à l'aise. Et je le comprends. C'est pas évident de trouver quelqu'un en face de soi qui arrive, qui dit « je suis emmené par le SPIP ». Bon, ce qu'on espère, c'est quand même qu'au fil des séances, il y ait une amorce d'intérêt. On a parfois des personnes qui viennent à reculons d'abord voir un psy parce qu'elles sont obligées par la justice, et qui, parce que le courant passe bien avec le psychiatre, parce qu'elles ont commencé un peu à évoluer, commencent à adhérer au fur et à mesure des séances. Donc elles adhèrent aux soins au fur et à mesure. Ça existe aussi, des gens qui prennent goût au suivi au fur et à mesure. Donc, Monsieur Riou, vous avez écrit un livre qui sortira prochainement. Vous témoignez d'une histoire avec un détenu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Bien. Donc, le titre du livre, il sort ce mois-ci, aux éditions Saint-Léger. C'est Après Jacques Fesch et après Henri Pranzini, Antoine, l'autre enfant terrible de Sainte-Thérèse. Donc, déjà, c'est un programme. On parle déjà de Sainte-Thérèse de Lisieux, déjà dans le titre. Après, vous dire pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 86, donc, je suis en poste à Caen, au comité de probation. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et je reçois dans mon bureau un monsieur, qui s'appelle Antoine, qui a fait 22 ans de prison, qui a été condamné à mort, et qui a donc échappé à la guillotine. Il a 49 ans. Il est sorti de prison 1 an et demi avant que je prenne mon poste à Caen. Donc, il est en liberté depuis 1 an et demi, depuis début 85. En sortant de la prison d'arrêt de Caen, il rentre. Alors pourquoi il est sorti de prison? Déjà, c'est grâce à ses visiteuses de prison. On peut le dire, Monique, son prénom. Comme il n'y a pas de famille, Antoine, vu le nombre d'années qu'il a passé en prison et qu'il était de Marseille en plus, donc loin de Caen, sa région d'origine, c'est sa visiteuse de prison, Monique, qui a quand même fait le maximum pour qu'il sorte de prison. Si je ne pense pas que si Monique avait été là, je ne suis pas sûr qu'il aurait été libéré au bout de 22 ans. Ça aurait mis plus de temps. Donc déjà, la visiteuse de prison lui a permis de sortir de prison. Première étape. En juillet 85, 15 jours après sa libération, il a un infarctus. Pas de chance. À 49 ans, il faut dire que la prison l'avait bien abîmé. Bon, parce que la prison des années 60, c'est des années 2015, 2019. Il a fait Clairvaux, il a rencontré Buffet et Bontemps, donc vous voyez un peu l'univers, Clairvaux, les mitards, les cachots, l'humidité, pas de télé en cellule, pas de radio, coupé du monde. Les parloirs, derrière des hygiaphones, il n'avait aucun parloir, lui. Donc, je retrouve un homme à 42 ans qui est pareil 65. Il est cassé, brisé. C'est un petit vieux, il est tout voûté. Et même pas que cassé physiquement, cassé mentalement aussi, parce qu'il fait docile, il fait timide, il fait comment dirais-je... Oui. Donc, je le reçois. Et puis après, j'ai l'intuition que cette rencontre va être une rencontre déterminante pour moi et pour lui. Je vais chez lui voir comment il vit, dans son appartement HLM de Caen, de la banlieue. Et je vois un appartement propre, clean, mais vide, il n'y a rien. Une télé à même le sol, même pas sur une table. Il n'y a pas de canapé, une chaise. Il aura sa télévision de sa chaise sur la télévision au même le sol. Pas de plante, rien. La visiteuse de prison, elle avait quand même trouvé ce logement, c'est pas mal déjà. Donc moi, ma première décision, déjà, c'est de meubler son appartement. Et je vais essayer de rendre son appartement un peu plus gai. Donc canapé, plantes vertes, lumière tamisée, etc., poster. Bon, c'est un peu plus gai déjà. Mais un appartement bien agencé, enfin, plus gai, mieux meublé, reste quand même une prison. Parce qu'il ne sortait que pour faire ses courses. Uniquement. Il ne sortait que pour faire ses courses. Il restait toute la journée dans son appartement, comme dans une cellule. Il revivait un petit peu l'incarcération encore chez lui. Alors j'ai eu une petite idée, j'ai dit bon, je vais le sortir un peu, me promener avec lui sur les plages de Normandie. C'est à 15 km Ouistreham de Caen. Je ne sais pas si vous connaissez les plages de Ouistreham, près de Caen. Et puis voilà, je l'invite un samedi à venir avec moi faire une balade sur les plages. C'est interdit dans ma profession de le faire. Je vous dis franchement, on n'a pas le droit de rencontrer un détenu en dehors, même en dehors de son travail. C'est
interdire. Je le fais quand même, par intuition, je sais pas. Je me rends compte que ça lui plaît de se promener. Il marche sur la plage avec moi, on ne parle pas beaucoup, on est taiseux tous les deux, et il regarde tout le temps par terre quand il marche. Je dis, Antoine, regardez l'horizon, les voiles. Il me dit, vous savez, monsieur Rédu, on se voit. Hein. Pendant que j'étais en prison, le seul perspective que j'avais, c'était les murs d'enceinte. Dans les cours de promenade, je regardais par terre. J'avais rien à voir que les murs d'enceinte. C'est pour ça que je regarde le sable par terre, je regarde pas, je regarde pas l'horizon. Bon, première découverte. Et puis je me suis rendu compte que ce regard, quand même, parce qu'on a fait pas mal de promenades, les week-ends en général, donc se lever, progressivement, il regardait un peu l'horizon, les mouettes, etc. Et en juillet 86, je devais aller à Marseille en voyage comme ça, et puis je l'ai amené avec moi. Une semaine à Marseille. C'est sa région d'origine. Pourquoi Marseille? Parce qu'il était de Marseille. Et donc je ne voulais pas qu'elle me loger avec lui, donc j'ai trouvé un foyer d'hébergement sur Marseille. Je lui parle au directeur de foyer qui a accepté de l'héberger gratuitement. Et moi je suis allé à Toulon à côté pendant la semaine. Et donc le soir je lui téléphonais pour voir un peu comment ça se passait, etc. Mais il faut voir aussi comment ça s'est passé au début du voyage, c'était assez intéressant, parce que je suis allé le chercher un soir après mon travail, un vendredi. Donc j'ai travaillé toute la journée. Il était donc devant chez lui avec ses valises posées devant sa porte. Et il m'attendait avec ses deux valises. Et puis donc on a pris la route ensemble. Et le hasard fait que la route entre Caen et Marseille passe par Lisieux. Elle passe devant la basilique de Lisieux. On monte une côte. Et je me suis souvenu à ce moment-là que Antoine m'avait dit que le jour où il devait être ou guillotiné ou gracié par le président de la République, De Gaulle, il avait accroché une petite médaille de Sainte-Thérèse de Lisieux sur le mur de sa cellule, avec une punaise, et s'était dit, si elle se décroche pendant la nuit, je serai guillotiné demain matin, si elle reste accrochée, je serai gracié. Et la médaille de Sainte-Thérèse est restée accrochée au mur, et il était gracié. Il a fait 22 ans de prison. Et donc j'ai dit à Antoine, vous savez, j'ai l'impression que c'est Sainte-Thérèse qui m'a donné l'idée de faire ce voyage avec vous. Et il m'a dit, oui, je crois que c'est elle. Et est-ce que ça vous dit de s'arrêter à la basilique et de faire une petite prière pour qu'on finisse notre voyage? Et il dit, oui, d'accord. On s'est arrêté une demi-heure à la basilique de Lisieux pour qu'on finisse notre voyage à Sainte-Thérèse. Et on a repris la route ensuite vers Marseille, on s'est arrêté à Paris. Il ne connaissait pas Paris, donc on a quitté le périphérique, on est rentré au quartier latin, on a mangé dans un petit restaurant. Et ensuite, on a repris la route du sud à minuit. Et donc, il a basculé sa banquette. J'avais amené des couvertures, un oreiller. Donc, il a dormi dans la voiture à côté. Et on se tunnel de Fourvière. Les lumières le réveillaient un petit peu en passant sous Fourvière. Et il s'est rendormi ensuite. Et on est arrivé donc dans le sud, donc vers Marseille, vers le Vaucluse. Et là, il s'est réveillé. Il faisait jour. C'était en été. Et donc, et pendant son séjour à Marseille, on a visité donc le Frioul, l'île Porquerolles, etc. Et j'ai vu qu'il bronzait, il prenait des couleurs, hein, au sens propre comme au sens figuré. Alors, un peu comme une plante verte qui est desséchée et qu'on arrose un petit peu, il reprenait vie. Le fait de retrouver dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine qu'il avait vécu 25 ans, puis 62, imaginez, donc ça a changé. Hein. Et ben voilà, je le revois toujours dans cette île de Frioul, avec son mouchoir sur la tête comme chapeau, avec sa chemise blanche, le trébord saléno et son pantalon noir. Et, voilà, il revivait. Et au retour sur Caen, ça a été une surprise. Un jour, j'arrive chez lui. Il faut bien voir qu'Antoine, il mangeait un repas sur deux. Bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, une allocation des adultes handicapés, et encore, oui. Donc il sautait les repas, donc ça a été très dangereux pour sa santé, parce que c'est quelqu'un qui était très fatigué par les tensions, qui avait des bronches malades, pourries, il toussait tout le temps. Et donc, il m'apprend qu'il a acheté une voiture d'occasion, une 304. Je dis, Antoine, vous n'êtes pas raisonnable. Vous êtes une balle déjà, vous que les fins de mois, à manger, et vous achetez une voiture d'occasion. Il faut dire aussi qu'on l'aidait un petit peu au niveau de formation, au niveau financier. Donc j'étais très en colère, j'ai claqué la porte, je suis parti 3 semaines sans le voir. Je l'ai reconvoqué cette fois-ci à mon bureau pour faire une relation plus professionnelle, plus distante, pour marquer le coup aussi.
Et il m'a dit, vous savez, monsieur Rioux, l'année dernière, je ne dormais pas, je n'avais pas sommeil, je suis insomniaque. Et je n'arrivais pas à dormir, donc je suis parti avec ma 304, je suis allé au port du Ouistreham à 2h du matin voir les pêcheurs à la ligne. Et j'ai discuté avec eux toute la nuit. Et là, je me suis rendu compte que le fait de sa liberté de pouvoir aller où il voulait, quand il voulait, était bien plus important que ce qu'il y avait dans son assiette. Ah ouais. Et là, je me suis excusé, je n'avais rien vu, j'ai rien compris. Excusez-moi Antoine, voilà, l'accident est clos. Voilà. Donc ensuite, la visite de prison Monique a ouvert la cage. Je compare ça à une cage, parce que dans mon livre, je parle de Sainte-Thérèse. Vous savez, je passe au cloître, à la basilique de Lisieux, il y a un cloître de la Miséricorde divine, qui a été construit il y a quelques années, et on voit une Pranzini qui est en statue dans ce cloître, et Sainte-Thérèse qui libère une colombe, qui s'envole. C'est le symbole de la liberté. Et moi, dans mon idée, la cage a été ouverte par Monique, sa visite de prison. Moi, je lui fais sortir de la cage, mais après, il fallait qu'il s'envole, Antoine, il fallait qu'il ait un but. Qu'est-ce qu'il pourrait faire s'envoler? Une femme. Voilà. Il a rencontré une femme. Et c'est cette femme, une veuve, Denise, qui lui a permis, donc, en 88, de sortir, de s'envoler. Voilà. Et donc, il a quitté Caen en 88, en même temps que moi, je suis parti sur Lyon, pour Angers, parce que Denise habitait à Angers. Et donc, il a vécu avec elle pendant 12 ans, avant de décéder en 98, à l'âge de 62 ans. Et donc, j'étais à son enterrement, Denise m'a appelé au téléphone. Je suis allé à son enterrement, et Denise m'a remis une urne de ses cendres, et je l'ai posée sur ma banquette pour rentrer sur Rouen. J'habitais à Rouen à l'époque. Et donc, Antoine a fait son dernier voyage, à côté de moi, une urne qui en descend. Donc, voilà, donc cette histoire d'Antoine, pour venir à Sainte-Thérèse de Lisieux, donc je suis convaincu que Sainte-Thérèse de Lisieux a agi concrètement, Dieu et Sainte-Thérèse de Lisieux, son intermédiaire, ont agi concrètement pour Antoine. Alors ça m'a changé mon regard sur Dieu. Alors ça c'était aussi, vous croyez peut-être qu'Antoine était le seul bénéficiaire de cette histoire, mais moi aussi. Parce que jusqu'à présent, j'avais l'image d'un Dieu un peu justicier, un Dieu qui nous aime uniquement quand on a fait des belles choses et des bonnes choses. Donc, un Dieu qui nous aime uniquement en fonction de nos mérites. Il aime les gens qui font du bien, il n'aime pas les gens qui font du mal. C'était un peu ma vision un petit peu schématique. Et je me suis rendu compte avec Antoine que malgré le crime atroce qu'il avait fait, qui avait valu donc la condamnation à mort, Dieu continuait à l'aimer devant moi en direct, à travers moi, simple instrument, hein. Sainte-Thérèse de Lisieux, sa cheville ouvrière de la miséricorde. Pourquoi cette médaille reste accrochée? Mais pourquoi a-t-il l'idée, Antoine, d'avoir cette médaille? D'abord, il avait cette médaille déjà sur lui, donc c'était un signe. Il avait déjà Sainte-Thérèse avec lui comme médaille. Ensuite, il n'avait rien à être libéré sur Caen. C'est un Marseillais. Le hasard, si on veut, pour moi c'est pas le hasard, a voulu qu'il soit libéré à 40 km de Lisieux. Tout près de Lisieux. Comme si Sainte-Thérèse voulait donc l'avoir près de lui à sa libération pour s'occuper de lui après sa sortie. Et puis ensuite, le voyage passe par Lisieux aussi, comme par hasard. Donc, devant la basilique. Il accepte de rentrer dans cette basilique, en plus il n'aurait pu refuser. Hein. Donc pour moi, c'était une découverte, hein, un Dieu qui nous aime, malgré ce qu'on a fait, il nous aime tous, chacun, quoi qu'on fasse. Voilà. C'était pour une grande découverte. Voilà. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, dès que je rencontre une détenue, je leur tiens toujours le même discours, c'est-à-dire que je différencie l'acte de la personne. L'acte et le délit qu'elles ont commis, évidemment, doit être puni, doit être jugé, puni, réparé dans la mesure du possible, pas toujours malheureusement si on a tué, mais je leur explique que la personne, elle, c'est différent. La personne, elle peut être réhabilitée, elle peut décider de prendre un autre chemin, qui est autre que celui de la prison. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je leur explique bien, pour leur dire que je ne les juge pas. Je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocate, je ne suis rien de tout ça. Je suis là pour les aimer, pour les comprendre, pour les écouter, pour les réconforter.
mais pas pour les juger de leur crime. Il dit, les personnes sont faites pour ça. Et je crois que par ce biais-là, en pensant que les gens valent quelque chose, on peut les amener à beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de... Je vais vous donner un tout petit exemple. Lors de mes ateliers tricot, un jour, j'ai dit à une détenue, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois de ça, écoute, vraiment, tu es hyper douée. Quand tu vas sortir de prison, va donc rencontrer des gens qui écrivent des albums pour des modèles de tricot, parce qu'elle est capable de les créer. Moi, je ne suis pas capable de créer, je suis capable d'exécuter. Je lui ai dit, vraiment, t'es douée. Très bien. Au bout de 5 minutes, je rencontre cette détenue, je vois cette détenue dans le coin de la pièce, en train de sangloter. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un mot entre deux détenus? Donc je vais la voir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Impossible de parler. Elle octait, elle me dit, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je vaux quelque chose. J'ai toujours été un déchet, un rebut de la société, et c'est la première fois qu'on me dit que je suis capable de quelque chose. D'ailleurs, c'est d'autant plus incroyable que chaque fois que je leur apprends quelque chose, au bout de 3 mailles, elles me disent, je ne peux pas, je ne peux pas. Je dis, si tu peux, bien sûr que tu vas pouvoir. Et je n'écoute jamais, je ne les écoute pas. Et après ça, je les mets entre guillemets un peu en boîte, en disant, heureusement je ne t'ai pas écouté, parce qu'il y a 5 minutes, on aurait tout arrêté, et regarde, tu sais déjà faire. Donc il faut aimer, il faut écouter. Moi, ce que j'ai toujours, on peut écouter, on peut essayer de comprendre, on peut compatir, on peut aider. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est vivre à la place d'eux. Et c'est ça leur chemin à elles. Mais tout le reste, on peut le faire avec elles. Je suis d'accord avec vous. Si je n'avais pas senti chez Antoine un goût des promenades, je n'aurais pas continué. J'ai senti qu'il aimait vraiment ça. Il prenait goût aux balades, etc. Et donc, j'ai continué à faire ça. Sinon, j'aurais arrêté s'il n'y a pas eu éprouvé un peu d'intérêt pour ces petites balades. Mais au final, ces condamnés, ils ont quand même commis des choses, des crimes, au moins des choses très illégales. Donc doit-on vraiment se soucier de leur sort? Ne doit-on pas juste les laisser dans leur coin, purger leur peine Ah bah alors, j'en suis moi. Pour Antoine, moi j'ai fait le choix de ne pas lire son dossier. Encore quelque chose qui est interdit. Je ne veux pas être parasité par ce qu'il avait fait, donc je savais qu'il a fait un crime. Je pense horrible, j'ai jamais su quel crime et comment être victime. Mais j'ai fait le choix de ne pas lire le dossier. Bon, j'ai fait ça qu'une fois dans ma carrière, je vous rassure, je ne fais pas ça tout le temps. En 36 ans de carrière, je n'ai fait ça qu'une seule fois avec lui. C'était un cas unique et un cas extrême, et j'avais cette intuition qu'il fallait faire ça, et je ne regrette pas d'avoir fait ça. Mais bon, il ne faut pas non plus imaginer que je fais ça tous les jours. Donc, oui, je ne sais pas ce qu'il a fait, Antoine, il a fait un crime, je sais qu'il a fait un crime. Je sais qu'il m'a dit, quand on est passé dans le Vaucluse, que son crime avait eu lieu dans le coin. C'est la seule fois qu'il a évoqué avec moi son crime. On n'a jamais parlé de ça, jamais. De Dieu non plus, jamais. Je ne voulais pas qu'il croie que je voulais en faire un bon cateau. Je ne voulais pas qu'il croie que ma relation avec lui d'amitié, on peut dire amitié, était un prétexte pour qu'il devienne catholique. Moi, la seule chose que je voulais, c'est qu'il relève la tête et qu'il soit heureux, et qu'il finisse sa vie heureux. Je pensais qu'il n'allait pas vivre longtemps, et j'ai pas fait d'erreur. Je le voyais vivre 10 ans. Et il a vécu effectivement 12 ans. Il est mort en 98. Et je l'ai rencontré en 86. Il avait 62 ans. Et donc, j'ai dit, il ne reste pas beaucoup d'années à vivre. Si jamais je ne bouge pas, je reste en dehors de cette relation, je ne m'investis pas dans cette relation, il va finir par rester chez lui, dans son petit appartement, vivre 4-5 ans, mourir à petit feu. Il mourait à petit feu, hein, ça faut voir. Il ne sortait pas, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'amis, il ne faisait aucune activité. La prison, il manquait d'initiative, il ne prenait pas d'initiative. Il était passif. Il était passif. Mais il y avait en lui une flamme qui continuait à couver, parce qu'en prison, il peignait en cellule, ça je ne l'ai pas dit. Il peignait en cellule des paysages, il m'a offert une toile d'ailleurs, et il était très gentil parce qu'il faisait venir dans sa cellule d'autres détenus dépressifs pour le faire peindre avec lui. Donc c'est quelqu'un qui déjà avait une bonté intérieure, puisqu'il avait le souci des autres déjà en prison.
il peignait, donc il n'était pas totalement non plus sans passion et sans loisir, et il faisait venir des gens dans sa cellule pour peindre. Et c'est grâce à cette petite flamme de la peinture qu'il a pu garder un peu de lucidité, parce que c'est pas évident, garder une lucidité au bout de 22 ans de prison, quand même. Bon, il était lucide, hein, il était diminué, mais lucide, il n'était pas... voilà. Alors pour répondre à votre question, je vais répondre. Avant de commencer à aller en prison, quand je regardais la télévision comme vous, et que je voyais une condamnation de 10 ans, je me disais, mais ça va pas, mais je t'en mettrais 20, moi, mais alors vite fait. J'étais toujours qu'il fallait condamner plus. Et le jour où je suis passée de l'autre côté de la barrière, ah, là non, j'ai pas pensé la même chose, pas du tout. Donc je pense que toute personne humaine, si on croit en l'homme, toute personne humaine a le droit au rachat. Toute personne humaine, quelle qu'elle soit. Hein, Jésus nous a rachetés, malgré tous les défauts, toutes les bêtises qu'on a fait et que nous ferons. Et qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour condamner? Non. Moi, c'est Matthieu 25 qui m'a guidé mon chemin. J'étais en prison, on m'avait visité, j'étais malade, ainsi de suite. Voilà, mais non, toute personne humaine a le droit au rachat et au pardon. Je précise, les questions sont là pour faire rebondir les intervenants, ça ne reflète pas vraiment la pensée. Voilà. Donc, pour les allergiques à la foi catholique, désolé, on va avoir une question qui va y venir. En fait, la notion de pardon est une notion très importante dans la foi catholique. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, qu'à l'inverse, on ne devrait pas poser plus de pardon dans la justice française? Nous, dans notre de conseil d'insertion, actuellement, on met l'accent sur la prise de conscience de l'acte du délit. On essaie de faire travailler la personne sur l'acte qu'il a commis. C'est important, c'est assez récent. Autrefois, on mettait moins l'accent sur ça. Maintenant, on a des consignes de faire prendre conscience à la personne du délit qu'il a commis. Ça passe par la discussion, par... Donc on essaye. Mais le pardon, c'est... Le pardon des victimes. Bah, il y a deux cas de figure aussi. Il y a les personnes... moi, je connais par exemple une personne ici, dans la région, qui a renversé une jeune fille de 20 ans en moto. Il était alcoolisé avec sa voiture. Je veux savoir un petit peu quel était son degré de remords, quoi. Alors, je le vois pour la première fois. Je demande, c'est comment le prénom de la jeune fille qui a été tuée? Je ne se rappelle plus, déjà. Ne pas se rappeler déjà du prénom de la jeune fille de 20 ans qui était en moto et qui a été percutée par un chauffeur alcoolique, ça montre déjà un degré de prise de conscience qui est très limité, quoi. Ouais. Donc il faut travailler sur ça, quoi. Dire, voilà, cette jeune fille, sans non plus rabaisser la personne, l'humilier, hein, c'est pas ça le but non plus. C'est progressivement qu'elle prenne conscience qu'une vie a été supprimée et qu'elle... Alors je vais vous raconter une petite histoire concernant le pardon. J'ai une détenue qui a commis un délit. Je peux en parler parce que ça a été médiatisé, donc c'est pas un secret. Et puis de toute façon, elle est sortie de prison maintenant. Elle a, en étant nounou, pris un enfant, l'a secoué violemment et le bébé est tombé sur le rebord du radiateur. Cet enfant est handicapé pour le restant de ses jours. Donc elle a été longtemps en prison, elle est mère de famille. C'est une fille extrêmement bien, si je veux dire, entre guillemets. Elle a fait ça sous un moment de colère. Et elle n'arrive pas à vivre avec cet acte qu'elle a commis, que c'est une excellente mère. Et elle a entrepris une demande de pardon, c'est-à-dire qu'elle a demandé à son avocat, je ne dis pas que ça va aboutir, hein, de rentrer en contact avec l'avocat de la maman des parents de cet enfant, parce qu'elle veut personnellement leur demander pardon. Je trouvais que c'est une très belle démarche, très très belle démarche. J'ai fini ma feuille, donc là on va passer aux questions du public. Donc voilà, je vous passe le micro. Vous pouvez toujours en prier pour se lancer.
Bonsoir, merci pour... ça marche pas. Si, ça marche. Merci pour votre intervention. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce qu'il vaut mieux que les gens soient en prison ferme ou en milieu ouvert? Ça dépend du délit qui a été commis. On ne peut pas mettre en milieu ouvert sans incarcérer quelqu'un qui a commis un acte de terrorisme, par exemple. Il y a des peines, on peut avoir une peine aménagée sous 2 ans. Donc quelqu'un qui est condamné à moins de 2 ans de prison peut demander une peine aménagée. Donc ça donne une réponse à votre question déjà. Parce qu'une peine de plus de 2 ans ne peut pas être aménagée en bracelet électronique dans ces milieux de liberté. Et encore maintenant, je crois qu'il y a un changement de la loi, parce que maintenant c'est 1 an, je crois, minimum avec la récidive. Si quelqu'un est récidiviste, je crois qu'il ne peut pas avoir un aménagement de peine tout de suite. Tout de suite. Elle est aménageable, si je ne me trompe pas, que si il ne peut pas y avoir un danger pour lui ou pour autrui. Oui. Sinon, elle n'est pas aménageable. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Hein. Non, on travaille sur ça. On travaille sur le dossier de demande d'aménagement de peine, justement, où on reçoit des gens qui ont été condamnés dans une peine de moins de 2 ans, évidemment, pour donner un avis au juge, savoir s'il aura ou pas un bracelet électronique pour ne pas être incarcéré, ou une semi-liberté, ou un placement extérieur, etc. Très sérieux. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, je voulais vous demander, on ne peut pas parler de prison parfaite, mais à votre avis, vous qui êtes mieux placé ici pour répondre, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en prison? Parce que apparemment, ils ont la télé, ils ont quand même beaucoup plus de choses que la prison des années 60. Qu'est-ce que vous rajouteriez pour les détenus, pour que, comment dire, je ne pense pas que c'est ça qu'ils attendent. Non, bien sûr, ils attendent le confort, ça c'est vrai, ils attendent un peu plus de confort, mais je crois que la pire chose c'est la privation de liberté. C'est ça la peine. Mais puisqu'on ne peut pas leur donner plus de liberté, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait justement plus d'activités? Mais à la prison de Versailles, par exemple, il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Ah oui, il y a énormément d'ateliers, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent, il y a des cours, il y a lire pour s'en sortir, il y a la bibliothèque. La prison idéale, ce serait qu'il n'y ait pas de liste d'attente déjà. Oui. Parce que lorsqu'un détenu veut travailler, il n'y a pas forcément une place tout de suite pour lui. Et même pas pour tout le monde. Les ateliers ne sont pas extensibles. Donc on a une partie de la population qui travaille en détention, mais pas tout le monde. Ils sont en liste d'attente. Pareil pour les activités, on en a parlé tout à l'heure à table. Votre tricot, par exemple, il y a combien en attente? Personne en attente. Sur une prison de 65 personnes. J'en ai 15. Donc, ce sera la réponse, ce serait oui, que tout le monde puisse avoir une activité en et par exemple, de travail et de loisirs. J'ai formé une détenue qui peut être professionnelle sans problème. Et ben, elle ne pourra pas travailler parce qu'elle est déjà responsable d'un atelier. Donc elle n'aura pas de fonction. Donc elle ne peut pas. Et un travail rémunéré plus justement. Au SMIC, ce serait bien. C'est 4,96 € de l'heure. La rémunération en prison. Ce qui n'est pas légal, d'ailleurs. Le SMIC horaire, ça existe. La prochaine. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des préparations pour la sortie de prison? Enfin, est-ce qu'on accompagne un peu les gens à sortir? Oui, les permissions de sortie sont une occasion de préparer la sortie. Rendez-vous chez un employeur, par exemple. Permission familiale aussi. Les missions locales et les pôles emploi qui interviennent dans les prisons ou l'AFPA, par exemple, ou les conseillers de formation, sont là aussi pour... dès la prison, il y a des ateliers, il y a des plateformes, il y a des ateliers de formation en prison où les détenus préparent leur sortie dans une formation, une pré-formation par exemple. C'est des étapes qui commencent dès la prison. Il ne faut pas croire que tout commence après la prison, après la liberté, je veux dire. Parfois dans la prison aussi, il y a des lieux qui existent pour préparer les sorties qualifiantes. Oui. En ce moment, à la prison de Versailles, il y a une formation sur l'hôtellerie. Formation qualifiante. Mais j'ai vu aussi des choses absolument incroyables. Une détenue à qui on dit « Vous sortez dans une demi-heure ».
pas. On la retrouve avec mon mari sur le boulevard de l'avenue de Paris, avec ses 6 sacs tati, 2 bras, pas de téléphone portable, pas à voler. Bon, c'est pas le cas d'une personne qui était en préventive et qui le juge, la solution a dit elle sort, sans que l'éducateur puisse se préparer. En général, on sait qu'à une date de sortie à l'avance. Bon, on prévient les familles que la personne va sortir, pour préparer, pour aller chercher, tout ça. Mais parfois, c'est peut être brutal, effectivement, comme ce cas-là. C'était effrayant. Est-ce que vous n'éprouvez jamais une certaine retenue ou même de la colère quand vous adressez à des personnes qui ont commis un crime En ce qui me concerne, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Je me suis plutôt énervée contre une qui ne voulait pas apprendre. Ça m'agace. Mais sinon, je n'ai jamais eu de colère contre une personne qui a commis un délit. Jamais. La colère, de l'impatience. De l'impatience, des personnes qui ne bougent pas, qui ne veulent pas bouger. Et qui ne veulent pas avancer. Et c'est pas agréable. On ne peut pas parler. Moi, j'ai des personnes qui sont convoquées et qui ne m'ouvrent pas la bouche. Ils disent, je viens à votre convocation, mais je ne vous dirai rien de ma vie. Je ne veux pas parler. Parce que, en gros, voilà. Donc, que dire à une personne qui a une mauvaise volonté, c'est pas facile. Moi, je ne suis pas dans votre cas de figure parce que vous êtes salarié, moi je suis bénévole. Et celles qui veulent venir, c'est parce qu'elles veulent le venir. Quand elles viennent me voir, c'est parce qu'elles l'ont demandé. Donc c'est pas, on ne leur a pas imposé. Voilà, donc c'est pas du tout la même démarche. Est-ce que vous avez déjà connu des récidivistes, des personnes que vous avez vu sortir de prison et qui ensuite sont revenues et... Récidiviste ? Oui, bien sûr. J'en connais une qui est revenue 5 fois. Qu'est-ce que vous sentez dans ces moments-là, je lui dis que j'en peux plus. Pour elle. Surtout que c'était une femme de 65 ans, donc je m'étais dit que là, vraiment, je ne pouvais pas faire grand-chose. Moi, je connais des personnes à Rouen, à la maison d'arrêt de Rouen, par exemple, qui venaient régulièrement tous les ans en prison, une personne de 45 ans, qui était au service général, en bleu de travail, avec l'équipe, donc il circulait dans toute la prison avec l'équipe de service général, qui était très à l'aise, on aurait dit à contremaître. Elle était à la limite plus à l'aise là que dehors, parce qu'elle avait un rôle social. Elle était au même niveau, par exemple, que le contremaître de la prison, parce qu'elle était très très douée au niveau bricolage, et elle était chez lui, dans ses murs, quoi. On aurait dit presque un fonctionnaire pénitentiaire. Donc cette personne-là c'est triste à dire, mais en bleu de travail, dans le service général de la prison d'arrêt de Rouen, elle était à la limite plus valorisée que lorsqu'elle était dehors. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle avait un statut social. Voilà. Comment on peut refaire confiance à des personnes qui ont fait des crimes horribles? Parce que souvent on se plaint... Comment peut-on faire confiance à des personnes? À des personnes qui ont fait des crimes horribles parce que... Souvent, terroristes? Des crimes horribles. Parce que souvent, ces personnes-là qui sortent de prison, ils ne trouvent pas de métier. Mais en même temps, pour l'embaucheur, c'est un poids moral de se dire, est-ce que je refais confiance parce qu'il y a des risques ou, Écoutez, moi j'ai vu un miracle magnifique en prison. Je ne dis pas que je suis... que tout le monde va pas recommencer. Bien sûr qu'il faut être méfiant, il faut être un peu quand même... pour pas être non plus dans le monde des bisounours, hein, quand même. Voilà. Mais j'ai vu une détenue qui a commis vraiment... Après sentir, on en parlait pendant des mois et des années, qui a commis un triple meurtre. Une fille de 32 ans, chinoise, shintoïste, et par l'intermédiaire de l'aumônière, elle faisait toutes les aumôneries. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de fois, les détenus font toutes les aumôneries, parce que c'est un moment où jamais de sortir de sa cellule. Alors on va l'aumônerie protestante, à l'aumônerie catholique, à l'aumônerie musulmane, à toutes les aumôneries. Comme ça, on passe un peu de temps dehors, pourquoi pas, après tout. Et à l'aumônerie catholique, cette fille a découvert Jésus. Et elle s'est fait de Jésus vraiment son ami. Et elle s'est convertie en prison. Elle a été baptisée à la prison de Versailles. L'aumônière catholique est sa marraine. Elle a fait sa confirmation en prison. Et je vais la voir maintenant. Elle est incarcérée pour 20 ans, 25 ans à Réau, en Seine-et-Marne. Je vais la voir de temps en temps. Et quand je lui dis, parce qu'elle n'a aucune famille, elle a un petit garçon qui avait 7 ans, maintenant qui en a 10 ou 12, et qui habite en Chine.
Et quand je parle avec elle, on est très très libres toutes les deux. Je lui demande, mais c'est pas trop dur, tu arrives à quand même à... Elle me dit, non, ce n'est plus dur, Jésus est avec moi. Quand vous entendez ça, là vraiment, Dieu sait qu'elle a commis vraiment un crime, mais épouvantable, épouvantable. Donc ça pose question quand même, c'est ça. Moi j'ai deux questions. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de conversions en prison? Et est-ce que vous gardez des liens avec les anciens d'église qui sont sortis? Alors, il y a des personnes forcément avec qui on se dit plus. Je garde... il y a 3-4 détenus avec qui je garde des liens, c'est-à-dire qu'on se téléphone régulièrement pour savoir où ils en sont, comment ils vont. C'est comme... Votre prénom, c'est Jean-Jacques. Je n'ai pas le droit de contacter les familles s'ils ne sont pas condamnés. À partir du moment où elles sont condamnées, c'est possible. À partir du moment où elles sont condamnées, et une fois qu'elles sont sorties de prison, je fais ce que je veux, elles aussi. Donc, et quand je sens qu'il y en a une qui est sur une mauvaise pente, je les invite à déjeuner, on va déjeuner à Versailles ensemble, elles viennent, voilà. J'essaie d'avoir un petit lien. Mais je ne peux pas, effectivement, depuis 10 ans, traîner des wagons entiers de détenus que j'ai eus, mais il y en a quand même, je dirais à peu près entre 0 et 5, que je continue à rencontrer, où je déjeune avec elles régulièrement, où on se téléphone, on voit où elles en sont. Les cartes postales, tu leur écris, Marie-France. Ah oui. Partout où je vais, partout, merci Marie de me le rappeler, parce qu'elle a vu que je le faisais, j'envoie des cartes postales partout où je vais aux détenus. Ça pour elle c'est hyper important. Elles le tapent dans leur chambre, dans leur cellule, voilà. Et dès que je pars, même 3 jours, 4 jours, j'envoie une carte. Systématiquement. 3 mots, mais j'envoie une carte. Vous êtes sage. Vous avez d'autres questions? Du coup, et les conversions, il y en a beaucoup parce que on se rend compte. Beaucoup, non, mais beaucoup de conversions comme ça, comme cette fille shintoïste, non, pas beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de gens quand même qui en prison s'accrochent à la religion. Hein. C'est quand même... c'est vrai que c'est un moment pour elles tellement difficile que leur proposer la foi, ou si c'est pas la foi, quelque chose... Voilà, on leur explique que Jésus les aime, qu'elles ne sont pas condamnables, elles sont condamnables par la justice, mais que voilà, Jésus les aime même dans leur délit et tout ça, dans ce qu'elles ont commis, elles auront le pardon de Dieu. C'est quand même quelque chose qu'elles n'ont pas beaucoup entendu en dehors dans le monde. Hein, parce que c'est évident que dans le monde, on ne va pas leur dire qu'elles sont aimées et pardonnées. Il y a même des familles qui abandonnent complètement leurs ouailles. La chose la plus terrible que j'ai vue, c'est une détenue là, qui vient d'être condamnée. Je suis allée au procès. Elle est arrivée à la prison de Versailles avec 18 ans et 3 semaines. Elle a commis un meurtre. Elle a fait entre 0 et 18 ans 19 foyers. 19 familles. Je ne vois pas comment on peut se construire quand on a fait 19 familles. Et elle recherchait sa mère, qui existe, sa mère biologique. Elle a supplié sa mère de venir la voir. Sa mère n'est jamais venue la voir. Le jour du procès, j'étais à côté de sa mère. Je suis allée déjeuner avec sa mère. Je lui ai expliqué à sa mère que si elle ne faisait pas l'effort de venir voir sa fille serait détruite, se suiciderait, ça c'est une évidence. Elle a déjà essayé plusieurs fois. Elle m'a promis, sa mère, qu'elle viendrait. Ça fait 1 an, elle n'est jamais venue. Pensez bien que comment voulez-vous arriver, et j'ai vu pendant tout le procès, elle n'a jamais regardé le juge, elle a essayé d'attraper le regard de sa mère qui était sur le côté, que sa mère ne lui a jamais donné. On n'arrive pas par hasard en prison, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on n'arrive pas par hasard en prison. Voilà. Dans ces cas-là, il n'y a que la prière qui peut marcher. Dans des cas extrêmes de ce genre, Bien sûr. je ne vois pas d'autre solution. Qu'est-ce que ça? Pour vous, tous les crimes sont pardonnables? En tant qu'humain, non. Mais oui, Dieu pardonne tout. À partir du moment où il y a le repentir. Bon, bien sûr, on ne va pas dire je demande pardon, c'est pas comme ça que ça marche. Mais je veux dire, non, il y a des crimes, je sais bien de quoi vous voulez parler, j'imagine. Le viol des enfants et les assassiner après, c'est intolérable, c'est même pas.
D'ailleurs, je vais vous expliquer une chose. Quand je suis rentrée à la prison des femmes, pourquoi j'ai voulu aller à la prison des femmes? Parce que comme j'étais néophyte, je me suis dit, je ne sais pas comment en tant que mère, je pourrais recevoir des hommes qui ont violé des enfants. Donc je préfère ne pas y aller, parce que moi, quand je ne suis pas confrontée, c'était peut-être lâche. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je ne sais pas. Mais il est évident qu'il y a des crimes qui sont impardonnables sur le plan humain. On ne demande pas de les pardonner, cela. Voilà, mais c'est vrai que Dieu les pardonnera un jour. Si la personne en demande vraiment pardon du fond du cœur et avec sincérité, Dieu les pardonnera, comme vous et comme moi. Parfois, il faut un coup de pouce. C'était Saint Thérèse de Lisieux qui a pris pour Prandini, par exemple. Voilà, c'est ça. Prandini avait, au siècle, donc, il y a donc 150 ans déjà, fin du Xe siècle, avait tué donc, plusieurs femmes, dont une adolescente de 12 ans. Et donc, il est allé sur l'échafaud. Et la petite Thérèse de Lisieux avait 14 ans à l'époque, Thérèse Martin. Et donc, elle a prié pour sa conversion à Prandini. Et donc, Prandini, au début, quand le prêtre est venu vers lui devant l'échafaud, il a repoussé le prêtre, dans un premier temps. Oui. Et dans un deuxième temps, au moment où il allait monter sur l'échafaud, il a embrassé 3 fois le crucifix, très longuement. Et Thérèse Martin, à 14 ans, a eu le culot de demander à Dieu une preuve qu'il allait se convertir, pour le faire. Et donc c'est un journaliste du Figaro qui a couvert l'événement, qui a raconté dans le Figaro le lendemain, ou François, enfin peu importe, que Prandini avait embrassé 3 fois le crucifix avant d'être guillotiné. Et donc Thérèse Martin a vu qu'il avait été converti, et elle a dit c'est mon premier enfant. C'est pour ça que dans mon livre je marque Antoine, l'autre enfant terrible de Sainte Thérèse, après Prandini et après Jacques Fesch. Jacques Fesch, une belle histoire de conversion aussi. Et de Versailles en plus. Dans 5 heures je verrai Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Il a tué un policier à Paris en 1954. Il était détenu en 1957, à 27 ans. Et il a rencontré un homme de prison. Hein. Il a commencé à conversion brutale, avec une certitude qu'il allait voir Jésus dans 5 heures, qu'il serait pardonné. Donc là, c'est une foi vraiment forte. Le livre est magnifique, vraiment. Et il y a un projet de béatification qui est instruit actuellement par Monseigneur Lustiger depuis quelques années déjà. Oui, après un meurtre, il va peut-être être béatifié. Bonsoir, merci pour vos témoignages déjà. On parle depuis tout à l'heure de la prison, ce qui se passe, comment c'est géré. Est-ce que, avant ça, vous pensez que les efforts de la société, les politiques publiques au sens large sont suffisantes pour aller justement dans le sens inverse, c'est-à-dire je pense à l'éducation par exemple, est-ce qu'on y investit suffisamment pour éviter justement que de plus en plus de jeunes aillent en prison, autant l'éducation que l'assistance sociale, etc. Il faut travailler en amont. Hein. Oui. Il faut travailler en amont, je pense, dans les villes, il faut qu'il y ait des associations pour occuper les jeunes, ne pas les laisser traîner, vadrouiller comme ça, à faire des larcins, à se droguer, parce qu'il faut savoir qu'en prison, il y a quand même énormément de drogue. Ça, c'est sûr. Il faut certainement mettre l'accent sur l'éducation. Bien sûr, si c'est à la famille d'éduquer leurs enfants, mais la société doit mettre tout en place pour pouvoir, je sais pas moi, faire des associations pour s'occuper des jeunes. Mais la prison est plutôt, moi je dirais plutôt que c'est un manque affectif qui amène les personnes en prison. Ce sont des enfants qui sont laissés pour compte, des familles disloquées, des enfants qui n'ont pas été aimés, et qui n'ont pas été à l'école, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez rien? Vous traînez les rues, vous faites n'importe quoi. Il y a un sondage qui a été fait en France il y a quelques années pour savoir si les Français étaient d'accord à mettre plus d'argent dans les prisons. On a eu une surprise, non. Les Français ne veulent pas mettre plus d'argent dans les prisons. On sait qu'il y a actuellement 4 détenus ou 5 parfois dans 9 mètres carrés. C'était ça qui était écrit tout à l'heure, 3 dans 9 mètres carrés. C'est déjà des conditions déjà pas humaines. Dans les pays scandinaves, on a quand même des prisons en Suède, en Norvège, qui sont quand même pas à ce niveau-là. Quand même. En France, oui, on a quand même des conditions de détention qui ne sont pas normales, disons. Alors, le parc de détention augmente, on construit de nouvelles prisons, mais ce n'est pas suffisant pour détruire les anciennes prisons, disons. Il y a encore trop de prisons anciennes, comme à La Roche-sur-Yon par exemple. C'est une vieille maison d'arrêt quand même. On voit bien qu'on passe devant, c'est pas une prison récente. Donc il y a encore un parc immobilier pénitentiaire qui s'améliore. Mais c'est lent, c'est très lent.
Vous avez raison, parce que quand je dis que par exemple je suis visiteuse de prison, je peux vous dire que je ne fais pas bladeur. Hein. On me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a rien à faire là-dedans. Il faut t'occuper d'autre chose, c'est pas intéressant. Moi c'est ma passion, ça c'est autre chose. Par contre, bon, il y a quand même des efforts financiers qui sont faits parce que nous, par exemple, les congés d'insertion, on est passé de 2000 personnes à 4000 personnes comme en France en 20 ans. Donc, on a doublé le nombre de conseillers d'insertion. On est encore à 100 dossiers en moyenne par personne, mais notre nombre a augmenté quand même considérablement dans ces dernières années. Les concours, les recrutements se font beaucoup. Donc il y a donc un budget important qui est fait pour le recrutement des conseillers d'insertion depuis quelques années. Justement, sur la question du budget, est-ce que vous ne pensez pas que ce budget précisément ne serait pas mieux investi justement dans l'éducation ou d'autres secteurs il faut les deux, il faut travailler en amont, comme disait Madame, et aussi pendant le présent. Bon, une fois que les gens y sont, il faut bien s'occuper d'eux. Il faut à la fois améliorer les conditions des détentions et aussi travailler sur l'éducation en amont pour ne pas éviter justement que les personnes arrivent en prison. Moi, je me demandais si on est intéressé pour devenir visiteur de prison, est-ce qu'il y a des démarches précises et comment ça se passe? Vous regardez sur le ministère de la Justice, vous cliquez sur visiteur de prison, vous avez toute la marche à suivre. Mais faut avoir 18 ans, n'avoir aucun, naturellement, un casier judiciaire vierge. Il m'a fallu une année pour rentrer en prison. Parce qu'il y a une enquête faite par la gendarmerie nationale sur la personne et sur sa famille. Voilà. Et comme moi j'habite en 92 et que la maison d'arrêt est en 78, c'est limite, c'était compliqué parce qu'il fallait passer le dossier du 92 à 78, mais le problème c'est que la gendarmerie c'est pas la priorité pour les visiteurs de prison. C'est le GDP qui existe. Je ne sais pas s'il existe toujours le GDP. Des étudiants qui donnent des cours au détenus. Des étudiants qui ont donné des cours en prison. Ça c'est très intéressant. Ouais. Vous n'avez plus de questions? Bon. Bon, j'en profite pour présenter du coup le prochain Wednesday Event qui sera du coup mercredi prochain, qui va être sur Solidaire en tout temps. C'est un responsable d'un foyer Lazare. Le foyer Lazare, c'est des gens de la rue qui sont regroupés dans des foyers pour vivre en petite communauté. En cohabitation aussi avec des gens qui sont volontaires. En cohabitation avec des gens volontaires. Oui, avec des mineurs. Oui, c'est pas comme ça. Voilà, et on n'échappera pas à la tradition du Wednesday Event, on va avoir besoin du père Para pour faire le speech. On a besoin de vous. Alors, merci pour la on les applaudit très fort pour la soirée. Et ceux qui ont la foi dans l'Assemblée, vous pourrez prier pour eux, parce que c'est une mission qui demande du soutien. Moi, j'ai un papa qui fait ça aussi, comme métier. Enfin, comme pas passe-temps, mais il est à la retraite. Et effectivement, c'est engageant. Et on voit de tout, des belles et des pas mûres. Bon, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui se sent concerné par rapport aux gens qui sont en prison, qui sont mal dans leur peau? Qu'est-ce qu'il pourrait faire à sa mesure? Chacun une réponse, dans la caméra, devant la caméra. N'ayez pas peur, allez, venez et voyez. Il ne faut pas juger, il faut accompagner et on peut avoir des belles surprises qu'on peut rentrer. Et qu'est-ce que vous direz à des jeunes qui pourraient peut-être finir en prison pour éviter? Qu'est-ce que vous leur direz? C'est une deuxième question. Il ne faut jamais désespérer parce que Jésus a dit j'étais en prison et vous allez visiter. Donc il est en prison lui aussi, pas pour avoir fait un crime, mais il accompagne des gens qui sont en prison. Ne perdez pas espoir, toute la vie c'est vraiment magnifique, la vie est belle, même si elle est semée de difficultés, la vie est très belle, elle mérite d'être vécue avec beaucoup d'enthousiasme, et je pense que vous les jeunes vous êtes enthousiastes, donc allez vers la belle route et pas sur celle qui est tortueuse et sinueuse, prenez le bon chemin et suivez Jésus qui est le chemin et la vie. Merci. Notre traditionnel jingle comme ça. Hey!
Bon, on l'applaudit aussi pour ce qu'il a fait là. Wet Steven, c'est du lourd, du gros lourd. Merci.